Une femme de 100 ans a été expulsée d'une bijouterie parce qu'elle avait l'air pauvre, mais avant qu'elle ne parte, une employée a remarqué quelque chose d'étrange à son doigt. Quand elle s'est approchée et a vu ce que c'était, elle est restée figée. L'horloge a sonné exactement 15 heures quand Eleanor a poussé la lourde porte en verre de la bijouterie. La lumière du soleil se reflétait sur les vitrines impeccables, projetant des reflets dorés sur les murs blancs et froids du magasin. Elle est entrée lentement, chaque pas accompagné par le doux carillon de la cloche de la porte, un son qui semblait à peine correspondre au raffinement du lieu. Ses vêtements étaient simples, un manteau de laine délavé par le temps, des chaussures usées et un vieux sac en cuir qui avait clairement connu des jours meilleurs. Mais ses yeux avaient une étincelle que peu remarqueraient au premier coup d'œil, une lumière qui venait d'un siècle d'histoire vécue. La bijouterie, nichée au cœur de Manhattan, était vide, à l'exception de deux vendeurs derrière le comptoir. L'un d'eux, un homme dans un costume impeccable, a levé les yeux d'un catalogue coûteux et a regardé Elena avec un dédain à peine perceptible. Elle ne semblait pas être le genre de cliente qu'ils avaient l'habitude de servir. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix polie mais distante. « Yeah. Je voudrais regarder quelques bagues, si ce n'est pas trop dérangeant, » répondit Elena avec un sourire doux. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cette histoire vous touchera, et ce qui suit est encore plus fort. Le vendeur a laissé échapper un petit soupir, si subtil qu'il aurait pu être confondu avec une inspiration profonde. « Quel genre de bague, madame ? Nous avons des pièces plutôt exclusives. » Ses yeux ont parcouru ses chaussures usées et son vieux manteau, passant silencieusement un jugement-point avant qu'Elna ne puisse répondre, une voix plus jeune l'a interrompue. « Je peux vous aider, maman ?» a dit une jeune femme s'approchant d'Elena. C'était Sarah, une vingtenaire aux yeux curieux et à un sourire authentique, quelque chose de rare dans un endroit où la plupart des vendeurs mesuraient les clients à la taille de leur montre ou à la marque de leur sac. Elna a hoché la tête avec une gratitude silencieuse et a commencé à étudier attentivement les vitrines. Le scintillement des bijoux semblait refléter des souvenirs dans son esprit, et pendant un moment, Sarah a remarqué une expression différente sur le visage de la vieille femme, un mélange de nostalgie et de quelque chose proche de la tristesse. « Ce sont de belles pièces, » murmura Elna, contemplant une bague en saphir exposée. « Oui, ce sont des pièces uniques. Mais si cela ne vous dérange pas, cherchez-vous quelque chose de spécifique ? Peut-être un cadeau ?» La voix de Sarah était douce, sans précipitation. Eleanor a hésité un moment, puis a répondu « En fait, non. Je voulais juste voir si quelque chose ici me rappellerait une époque révolue. » Avant que la conversation ne puisse continuer, le vendeur bien habillé s'est à nouveau approché. « Peut-être que la dame devrait revenir quand elle sera prête à acheter quelque chose, » a-t-il dit d'un ton plus sec qu'on ne devrait jamais entendre dans un lieu aussi luxueux. Elena a senti son visage s'empourprer, le malaise, l'humiliation voilée. Ce n'était pas la première fois qu'elle vivait cela, mais à 100 ans, chaque affront semblait peser un peu plus lourd. « Yeah. Je suis désolée, » a-t-elle chuchoté, se tournant pour partir. C'est alors que Sarah l'a remarqué. Quelque chose sur le doigt ridé d'Elna a attiré son attention. Une bague, simple à première vue, avec une pierre bleu clair et un design délicat autour. Mais il y avait quelque chose de plus, un détail presque invisible gravé dans le métal, un ancien symbole qu'elle avait déjà vu dans un livre sur les bijoux historiques. « Attendez, » a dit Sarah en s'avançant, sa voix remplie d'une surprise sincère. « Puis-je regarder votre bague de plus près ?» Elna s'est arrêtée, confuse, et a lentement levé la main. Sarah s'est penchée et, en examinant la pièce de près, un choc l'a parcourue comme une décharge électrique. La gravure était indéniable. Un ancien blason associé à l'une des familles les plus influentes de l'histoire de New York, une dynastie oubliée dont les joyaux avaient disparu depuis des décennies. Le vendeur s'est approché, curieux, mais Sarah a levé la main pour l'arrêter. Ses yeux étaient rivés sur la bague, et son cœur s'est mis à battre la chamade. « Où avez-vous eu cela ?» Sa voix était basse, presque révérencieuse. Elena, avec un sourire doux et mélancolique, a répondu « C'était un cadeau de quelqu'un que j'aimais beaucoup, il y a très longtemps. » Avant qu'elle ne puisse expliquer davantage, Sarah a réalisé que ce n'était pas qu'un simple bijou ancien. Toujours tenant la main ridée d'Elna, les yeux de Sarah sont restés fixés sur cette bague ancienne. Le symbole gravé était indéniable. La jeune vendeuse avait étudié la conception de bijoux à l'université et savait reconnaître une pièce chargée d'histoire quand elle en voyait une. Le silence autrefois confortable du magasin semblait maintenant lourd. Le vendeur en costume, observant la scène de loin, a plissé les yeux, essayant de comprendre pourquoi Sarah, une simple employée, semblait si impressionnée par quelque chose qui, pour lui, ressemblait à rien de plus qu'un accessoire démodé. « Êtes-vous sûre que c'était un cadeau, madame ?» a demandé Sarah, sa voix maintenant plus douce,
presque révérencieuse. Elena a laissé échapper un long soupir, ses yeux perdant leur focus pendant un moment, comme si elle plongeait dans des souvenirs lointains. Oui, il y a de nombreuses années. Un cadeau d'une époque où les choses étaient différentes. Une époque où je croyais encore que l'avenir serait radieux. Sarah a hésité un moment, puis a fait un geste vers une chaise à proximité. Si cela ne vous dérange pas, peut-être pourriez-vous me raconter son histoire? J'ai l'impression que cette pièce est plus précieuse que tout ce que nous avons ici. Elna, surprise par cette gentillesse inattendue, a hoché la tête et s'est assise avec précaution, ses mains reposant sur ses genoux. La jeune vendeuse s'est assise en face d'elle, portant une expression réfléchie. J'avais 20 ans, a commencé Elna, sa voix légèrement tremblante mais pleine d'émotion. C'était en 1945. New York était un endroit différent à l'époque, vibrant, plein d'espoir, surtout après la guerre. Je travaillais comme couturière dans une petite boutique à Brooklyn. C'est là que j'ai rencontré William. Le nom semblait flotter dans l'air comme une vieille mélodie. Il n'était pas comme les autres hommes que j'avais connus. Il avait une manière douce, un sourire qui pouvait apaiser et en même temps enflammer. Il venait d'une famille aisée, très riche en fait. Elena a fait une pause, touchant légèrement la bague à son doigt. Cette bague était le symbole de notre amour. Il m'a promis qu'un jour, quand les choses seraient plus simples, nous nous enfuirions ensemble. Sarah a senti une oppression dans sa poitrine. L'histoire portait un poids inattendu, et le ton d'Éléanore révélait que la fin n'avait pas été heureuse. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé avec précaution. Éléanore a souri, mais ses yeux scintillaient de larmes retenues. Sa famille ne m'a jamais acceptée. Je n'étais pas convenable. Une couturière issue d'un milieu modeste ne correspondait pas à l'avenir que ses parents avaient prévu pour lui. Et puis un jour, il a disparu. Je ne l'ai jamais revu. Seule la bague est restée, une promesse brisée et un rappel de ce qui aurait pu être. Sarah est restée silencieuse pendant quelques instants, absorbant le poids des mots de la vieille femme. Vous n'avez jamais su ce qui lui était arrivé? Elena Azeculatete. Non. J'ai essayé de le chercher, mais c'était comme s'il avait disparu. Des années plus tard, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles sa famille avait déménagé à l'étranger, mais je n'ai jamais pu le confirmer. Sarah a regardé la bague à nouveau, maintenant avec un sentiment différent. Ce n'était pas qu'un simple bijou, c'était un fragment d'une histoire interrompue. Le blason appartenait à la famille Whitmore, un nom qui, bien qu'effacé par le temps, portait encore du poids dans les cercles les plus anciens de l'élite new-yorkaise. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le vendeur impatient est finalement intervenu. « Sarah, cela va trop loin. La dame n'est clairement pas ici pour acheter quoi que ce soit. Je pense qu'il est préférable de lui montrer la porte. » Sarah s'est levée, déterminée. Non. Cette dame a plus le droit d'être ici que n'importe lequel d'entre nous. Et d'ailleurs, elle a tourné doucement la bague au doigt d'Elna, révélant une petite marque cachée à l'intérieur de la bande. Cette bague est un héritage familial, une pièce historique. Si vous saviez quelque chose sur les vrais bijoux, vous le reconnaîtriez immédiatement. L'homme est resté silencieux, bien que l'irritation sur son visage soit claire. Chère Éléanore, a-t-elle touché légèrement la main de Sarah. Ne t'inquiète pas, ma chère. Je suis habituée à ce genre de traitement. Sarah, je m'appelle Margaret Whitmore. Je suis la petite nièce de William. L'histoire de ma famille est une tâche que j'ai portée en silence pendant des années, mais votre courage m'a donné la force de chercher la vérité. Je ne suis pas du côté de ceux qui ont causé cette douleur. Au contraire, je veux vous aider à trouver d'autres histoires comme celle de William. Si vous acceptez mon aide, je suis à votre disposition. Il est temps de réparer les torts qui n'auraient jamais dû se produire. Sarah lut la lettre plusieurs fois, réfléchissant à la puissance des connexions qui se formaient. Elena et William avaient commencé une révolution silencieuse, et maintenant leurs actions se répercutaient comme des vagues à travers un lac calme. Avec chaque histoire découverte, chaque voix retrouvée, Sarah savait qu'elle remplissait la promesse qu'elle avait faite à la femme qui avait changé sa vie. Des mois plus tard, les voix du silence. La fondation a été officiellement inaugurée lors d'un événement tenu à l'endroit même où tout a commencé, le mémorial dans Central Park. Sarah est montée sur scène, la foule rassemblée tombant dans un silence respectueux. Quand j'ai commencé ce voyage, je ne savais pas où il me mènerait, a-t-elle déclaré, sa voix tremblante d'émotion. Mais j'ai appris que même les histoires les plus douloureuses méritent d'être racontées, car chaque mémoire retrouvée est une victoire contre l'oubli. Et comme Elena me l'a appris, l'amour et la justice ne doivent jamais être réduits au silence. Le public lui a offert une ovation debout. Alors que Sarah descendait de la scène, elle a regardé vers la statue des mains entrelacées,
sentant la présence silencieuse d'Elena et William dans chaque souffle du vent. L'inauguration de la fondation Voix du Silence a été un succès bien plus grand que ce que Sarah avait imaginé. L'auditorium, installé à côté du mémorial d'Elena et William, était rempli de personnes dont les yeux attentifs et les cœurs ouverts étaient prêts à entendre des histoires longtemps enfouies sous le tapis de l'oubli. Pendant des jours, des lettres et des emails ont inondé le siège de la fondation. Des gens de tout le pays, et même de l'étranger, ont partagé leurs histoires de perte, d'injustice et de lutte. Le temps avait essayé d'effacer certaines de ces histoires. Certaines lettres étaient brèves, écrites avec des mains hésitantes, d'autres longues et détaillées, racontant des récits de courage étouffés par des systèmes impitoyables. Sarah a lu chacune d'elles avec attention. Elle savait que chaque mot avait son importance et que chaque histoire méritait plus que d'être simplement lue. Elle méritait d'être entendue, comprise et, si possible, réparée. Un matin, parmi cette avalanche d'histoires, un message particulier a attiré son attention. Il était simple, écrit par un expéditeur inconnu. « Chère Sarah, le nom de mon grand-père n'est jamais apparu dans les journaux ou les gros titres, mais il a été une victime. Thomas Evans a disparu en 1965 pendant les manifestations pour les droits civiques à New York. La police a classé l'affaire comme une désertion volontaire. Ma famille, cependant, n'a jamais cru cela. S'il vous plaît, s'il y a une chance de découvrir la vérité, nous avons besoin de votre aide. Avec espoir, Lucas Evans. » Sarah a senti une oppression dans sa poitrine. Cette histoire semblait faire écho à celle d'Elena et William. Une disparition enveloppée de silence, avec des réponses avalées par le temps et les institutions. Sans hésitation, elle a répondu à l'email, programmant une rencontre avec Lucas pour le lendemain. Le jour de la rencontre, Sarah a rencontré Lucas dans un café à Harlem, un endroit chaleureux avec des murs tapissés de photos de figures importantes des droits civiques. Lucas, un homme d'une trentaine d'années, avait des traits fatigués mais des yeux brillants d'une détermination tranquille. « Merci d'être venue, Sarah », a-t-il dit en lui tendant la main. « J'ai suivi l'affaire d'Elena et William. Cela m'a donné l'espoir que peut-être ma famille pourrait aussi trouver un peu de paix. »« Je suis heureuse de l'entendre, Lucas », a répondu Sarah en serrant fermement sa main. « Parlez-moi de votre grand-père. » « Il s'appelait Thomas Evans », a commencé Lucas en prenant une profonde inspiration. C'était un activiste qui organisait des manifestations contre la ségrégation raciale. En 1965, pendant une manifestation à New York, il a disparu. La police a conclu qu'il avait fui pour éviter des répercussions légales, mais la vérité est que mon grand-père n'aurait jamais abandonné ma grand-mère et mes parents. Sarah a hoché la tête, écoutant attentivement. « Vous pensez qu'il a été réduit au silence ? » « Oui, mais nous n'avons jamais pu le prouver. L'enquête a été close, et après quelques mois, ils ont cessé de chercher. Ma grand-mère est morte sans réponse. Maintenant, j'ai besoin de savoir la vérité. » Sarah s'est fait une promesse silencieuse. « Nous découvrirons ce qui s'est vraiment passé, et s'il y a quelque chose de caché, nous le mettrons en lumière. » L'enquête a commencé le lendemain matin. Sarah et Lucas ont plongé dans de vieux dossiers, des archives de journaux, des bulletins de police et des documents gouvernementaux. Mais contrairement au cas d'Elena, il n'y avait presque aucune information officielle sur la disparition de Thomas. Puis Sarah a trouvé une piste. Un vieux dossier du FBI, dont le tampon de confidentialité était partiellement effacé, mentionnait Thomas Evans comme une menace potentielle pour la sécurité nationale en raison de ses liens avec les mouvements des droits civiques. Il le surveillait, a dit Lucas, sa voix tremblante en lisant le rapport. Il n'a pas disparu par accident. Ce n'est que le début, a répondu Sarah. Si le FBI était impliqué, il a peut-être été ciblé par un programme de surveillance. Sarah savait exactement par où commencer. Cointelpro, un programme réel et sinistre créé pour saper le mouvement des droits civiques dans les années 1960. Avec l'aide d'un avocat spécialisé, Sarah a déposé une demande formelle pour accéder aux fichiers classifiés du FBI. La réponse, comme elle s'y attendait, est arrivée rapidement et négativement, accès refusé pour des raisons de sécurité nationale. « Il cache encore cela ?» a demandé Lucas, incrédule. « Et c'est exactement pourquoi nous devons continuer à pousser », a répondu Sarah, déterminée. « Nous exposerons ce qu'ils veulent enterrer. » En essayant de naviguer à travers les barrières légales, Sarah a décidé de chercher des témoins vivants. C'est alors qu'ils ont trouvé Margaret Reed, une journaliste à la retraite, maintenant âgée de 85 ans, qui avait écrit sur les manifestations de 1965. Thomas Evans était un homme courageux, a déclaré Margaret dans son salon, entouré de vieux articles de journaux. Il savait qu'il était suivi. Il m'a dit que s'il disparaissait, ce ne serait pas de son plein gré. « Avez-vous des preuves de cela ?» a demandé Sarah, pleine d'espoir.
Margaret a hésité un moment, puis s'est levée et a récupéré une vieille boîte en carton. « J'ai gardé cela toutes ces années », a-t-elle dit en tendant une série de lettres et de notes personnelles de Thomas, où il mentionnait la présence d'hommes étranges et de voitures garées pendant des heures devant sa maison. Lucas a tenu les lettres, ses mains tremblantes. « Il savait » a-t-il murmuré. Sarah a posé une main rassurante sur son épaule. « Et maintenant, tout le monde saura. » Entre-temps, la presse a commencé à s'intéresser à l'affaire. Des articles ont été publiés, et la pression publique a augmenté pour que les fichiers soient rendus publics. Des groupes de défense des droits civiques ont exigé une enquête formelle sur la disparition de Thomas Evans. L'histoire d'Helena et William avait planté la graine d'une révolution silencieuse, et maintenant, le combat de Thomas pour la justice commençait à fleurir dans le cœur des gens. À la fin du mois, le gouvernement a cédé à la pression et a autorisé la publication partielle des fichiers. Ce que Sarah et Lucas ont découvert était pire que ce qu'ils avaient imaginé. Les documents confirmaient que Thomas avait été activement surveillé, et un rapport final daté de 1965 indiquait froidement « Sujet retiré de la circulation ». Affair close. Lucas a fermé les yeux, retenant ses larmes. Ils l'ont tué. Sarah a pris une profonde inspiration, lui tenant la main. Mais maintenant, le monde saura, et son nom sera rappelé pour ce qu'il était vraiment, un héros. La révélation du rapport final sur Thomas Evans s'est rapidement répandue, faisant écho dans les journaux, les émissions de télévision et les réseaux sociaux. La froide reconnaissance des mots, sujet retiré de la circulation, affaire close, a provoqué une indignation publique massive. Le New York Times l'a mis en une « Justice refusée », la vérité sur la disparition de Thomas Evans. Pour Lucas, la douleur d'apprendre enfin le sort de son grand-père était un mélange amer de soulagement et de fureur. Ils ont effacé sa vie comme s'il n'était qu'un numéro sur une page, a-t-il dit, la voix étranglée, fixant la coupure de journal sur la table. Comme si son combat ne signifiait rien. Sarah, assise à côté de lui, lui a tenu la main. Son combat n'a pas été vain, Lucas. Le fait que nous soyons ici, nous battant pour lui, le prouve. Maintenant, nous devons nous assurer que tout le monde entende son histoire. Dans les jours qui ont suivi, la pression publique s'est intensifiée. Des groupes de défense des droits civiques, des activistes et même des figures politiques ont exigé une enquête formelle. La fondation Voix du silence est devenue le centre de l'attention nationale, avec Sarah menant maintenant une campagne qui cherchait non seulement la justice pour Thomas, mais aussi pour tous ceux qui avaient été réduits au silence de la même manière. Alors que les médias couvraient chaque détail de l'affaire, Sarah et Lucas ont rencontré des avocats pour discuter de la prochaine étape, un procès contre le gouvernement américain. Ce sera une bataille difficile, a déclaré Richard Lann, l'avocat qui avait travaillé sur l'affaire de William Whitmore. Mais avec les preuves que vous avez, nous pouvons exiger une rétractation officielle et une compensation pour les dommages émotionnels subis par la famille de Thomas Evans. Lucas a hoché la tête, les yeux fixés sur un point lointain. Je ne veux pas d'argent. Je veux que le monde sache ce qu'ils lui ont fait. Je veux que son nom soit lavé de tout soupçon. Alors nous nous assurerons que cela arrive, a dit Sarah, déterminée. Alors que la bataille juridique commençait, de nouvelles histoires ont commencé à émerger. Des gens de tout le pays ont contacté la Fondation, rapportant des cas similaires de disparition et de persécution dans les années 1960 et 1970. Chaque histoire était une vieille blessure exposée à la lumière. L'une d'elles venait d'Helen Carter, une femme de 79 ans dont le frère, un étudiant activiste, avait disparu en 1968 dans des circonstances similaires. L'histoire de Thomas m'a donné le courage de parler, a déclaré Hélène, tenant une photo décolorée de son frère. Peut-être que maintenant, quelqu'un écoutera enfin. Sarah a réalisé que le cas de Thomas n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un réseau plus large d'injustices enterrées sous le prétexte de la sécurité nationale. Le procès a commencé 2 mois plus tard. La salle d'audience était bondée. Des journalistes, des activistes et des citoyens ordinaires remplissaient les galeries, attendant le moment où la vérité serait enfin officiellement reconnue. Sarah était assise à côté de Lucas, leurs mains entrelacées dans un geste silencieux de soutien. Le juge, un homme d'âge moyen à l'expression sévère, a commencé l'audience avec un ton formel mais sérieux. Richard s'est levé le premier, sa voix ferme et stable. Votre honneur, le cas de Thomas Evans n'est pas seulement une tragédie personnelle. C'est un exemple d'abus de pouvoir de l'État contre des citoyens qui se sont battus pour l'égalité et la justice. Les preuves ont été présentées une par une. Les rapports du FBI, les témoignages des anciens collègues de Thomas, les lettres et les notes de surveillance. Quand Margaret Reed a pris la parole, la salle d'audience est tombée dans un silence complet. Thomas n'était pas une menace, a déclaré Margaret,
sa voix tremblante mais ferme. C'était un homme qui croyait en la justice, et pour cela, il a été réduit au silence. Pendant la pause, Sarah et Lucas sont sortis du tribunal pour prendre l'air. La foule les attendait, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Thomas Evans » et les voix des réduits au silence ne seront jamais réduites au silence. « Tu t'attendais à cela ?» a demandé Lucas, regardant la mer de visages inconnus. « Je l'espérais et je le craignais », a répondu Sarah. « Mais maintenant, je vois que ce combat est bien plus grand que ce que nous avions imaginé. » À l'audience finale, le juge a finalement rendu son verdict. Sur la base des preuves présentées, ce tribunal reconnaît que Thomas Evans a été la cible d'une persécution gouvernementale indue et a été illégalement retiré de la vie publique. L'État a failli à protéger ses droits fondamentaux et est donc tenu de remédier à cet échec historique par une rétractation officielle et une compensation à la famille Evans. Lucas a fermé les yeux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Sarah lui a serré la main fermement, partageant le poids de la victoire. Des semaines plus tard, lors d'une cérémonie publique, le gouvernement des États-Unis a publié une déclaration officielle. Nous reconnaissons le rôle que les autorités ont joué dans l'injustice commise contre Thomas Evans et d'autres activistes des droits civiques. Les histoires de ces hommes et femmes ne seront plus effacées. Ce même jour, le nom de Thomas Evans a été gravé aux côtés de ceux d'Helena et William sur un nouveau mémorial dédié aux voix réduites au silence par le pouvoir. À la fin de la cérémonie, Sarah a prononcé un discours émouvant. Chaque histoire racontée ici aujourd'hui n'appartient pas seulement au passé. Ce sont des rappels vivants que la justice n'a pas de date d'expiration. Et comme Helena Harris me l'a appris, l'amour et la vérité résistent à l'épreuve du temps, même lorsque d'autres essaient de les enterrer. La foule, dans un silence respectueux, a éclaté en applaudissements. Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait le mémorial baigné dans la douce lueur de la lune, Lucas s'est approché de Sarah. « Tu as tenu ta promesse », a-t-il dit, sa voix basse mais stable. Sarah a souri, sentant la présence d'Helena et William autour d'eux, comme si les voix du passé étaient enfin en paix. « Je n'ai pas encore fini », a-t-elle répondu, les yeux fixés sur les nouvelles plaques gravées. « Il y a encore beaucoup d'histoires qui attendent d'être entendues, et je m'assurerai que chacune d'elles ait la chance d'être racontée. » Le cas de Thomas Evans avait clos un chapitre douloureux de l'histoire américaine, mais pour Sarah, il avait également ouvert une porte qu'elle ne pourrait jamais refermer. L'indignation internationale suscitée par la révélation de son histoire a porté un nouveau défi à la fondation Voix du silence. Les lettres, emails et rapports qui arrivaient autrefois de tout le pays provenaient maintenant de pays du monde entier. C'était comme si l'écho du combat d'Helena, William et Thomas avait traversé les océans, brisant les barrières du silence imposées par d'autres nations. Un matin gris de printemps, alors que Sarah triait une nouvelle pile de lettres, une enveloppe avec un timbre international attirait son attention. L'expéditeur venait d'Afrique du Sud, et l'écriture soignée semblait porter le poids de générations de douleurs. « Chère Sarah, je m'appelle Lindy Maangu. Pendant le régime de l'apartheid, mon père, Sio Maangu, a été emprisonné pour s'être battu contre la ségrégation raciale. On nous a dit qu'il était mort en prison, mais nous n'avons jamais reçu son corps, et les autorités ont refusé de partager tout dossier. L'histoire de Thomas Evans m'a donné l'espoir que la vérité peut être découverte. Je sais que nous sommes dans des pays différents, mais s'il vous plaît, votre fondation peut-elle m'aider? Avec espoir, Lindy Maangu. » Sarah a lu la lettre plusieurs fois, ressentant la même oppression dans sa poitrine que lorsqu'elle avait découvert les premiers indices sur la disparition de Thomas. « Le silence ne connaît pas de frontières », a-t-elle murmuré. Une semaine plus tard, Sarah a contacté Lindy via un appel vidéo. La femme, âgée d'une cinquantaine d'années, portait les marques d'une vie passée à résister à l'oppression, mais ses yeux avaient une lueur familière, la même détermination que Sarah avait vue chez Lucas Evans. « Merci de m'avoir parlé, Sarah », a dit Lindy avec un sourire fatigué. « Je sais que ce que je demande est difficile, mais si quelqu'un peut aider, c'est vous. »« Votre histoire mérite d'être entendue », a répondu Sarah. « Et s'il y a un moyen de découvrir la vérité, nous la trouverons. » Lindy a pris une profonde inspiration, retenant ses émotions. « Pendant tant d'années, j'ai vécu avec le doute. Ils ont dit que mon père était mort de cause naturelle, mais il était jeune, en bonne santé et déterminé. Je n'ai jamais cru cela. » Sarah savait qu'elle aurait besoin de l'aide d'experts en droit international et d'organisations locales de défense des droits de l'homme. Le combat était sur le point de franchir les frontières, et cela signifiait affronter non seulement une histoire oubliée, mais aussi les cicatrices d'un régime brutal. Pendant ce temps, à New York, la fondation s'étendait, avec des dons affluents du monde entier. Sarah a pu ouvrir un nouveau département dédié aux enquêtes internationales. Edward Whitmore, qui avait aidé dans l'affaire de William, faisait maintenant partie du conseil d'administration,
responsable de l'établissement de partenariats avec des organisations étrangères. Cela grandit plus vite que ce que nous aurions pu imaginer, a déclaré Edouard lors d'une réunion avec Sarah. La fondation n'est plus seulement un hommage aux victimes ici. Elle devient un mouvement mondial. Et c'est exactement ce qu'elle doit être, a répondu Sarah. Si le silence est universel, notre combat doit l'être aussi. Les premières enquêtes sur la disparition de Sioma Angu ont commencé avec difficulté. De nombreux dossiers avaient été détruits après la fin de l'apartheid, et les autorités responsables de l'ancien régime gardaient un silence absolu. Mais dans une petite université du Cap, Sarah a trouvé le premier indice. Un professeur d'histoire, le docteur Elias Guban, avait écrit un livre sur les activistes disparus et mentionnait Sio dans un chapitre peu connu. Lors d'un appel vidéo, le professeur a confirmé les soupçons de Sarah. Sio n'est pas mort de cause naturelle, a déclaré Guban. Il a été transféré dans une prison secrète utilisée par le gouvernement pour réduire au silence les leaders les plus influents. J'ai des documents suggérant qu'il a peut-être été emmené dans un endroit appelé Fort Greystone. Et qu'est-il arrivé ensuite ? A demandé Sarah, anxieuse. Guban a soupiré. La prison a été fermée en 1991. Beaucoup croient que les corps des activistes assassinés ont été enterrés dans des fosses communes, et le gouvernement a tout fait pour effacer toute preuve. Sarah savait qu'elle faisait face à l'une des enquêtes les plus difficiles de sa carrière, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner. Alors que l'enquête progressait, l'histoire de Sioma Angu a commencé à attirer l'attention des médias sud-africains. Les interviews de Lindy ont ému le public, augmentant la pression sur le gouvernement local pour qu'il libère les fichiers secrets. Sarah s'est rendue en Afrique du Sud pour superviser personnellement l'affaire. Lors d'une visite sur le site où se trouvait autrefois Fort Greystone, elle et Lindy ont trouvé un espace abandonné, entouré d'herbes hautes et de murs fissurés. Ici, a murmuré Lindy, s'agenouillant sur le sol. S'il est vraiment mort ici, au moins je peux lui donner un endroit digne pour reposer. Sarah a posé une main réconfortante sur son épaule. Et nous nous assurerons que la vérité soit mise en lumière. Le monde a besoin d'entendre son nom. Des mois plus tard, la pression publique croissante a finalement forcé le gouvernement sud-africain à ouvrir une enquête formelle. Des fouilles ont commencé sur l'ancien site de la prison, et le monde a regardé en temps réel alors que des équipes médico-légales examinaient la terre à la recherche de restes humains. Par une matinée pluvieuse, une découverte a été faite. Un ensemble d'os, accompagné d'un bracelet gravé des initiales SM, a été trouvé dans une fosse commune. Lindy a reçu la nouvelle en silence, des larmes coulant sur son visage. « Il est en paix maintenant », a-t-elle murmuré. De retour à New York, l'histoire de Sioma Angu a été racontée au mémorial, aux côtés de celle d'Elena, William et Thomas Evans. La plaque de bronze portait l'inscription « Sioma Angu s'est battu contre le silence, a payé de sa vie. Sa voix ne sera jamais oubliée. » Lors de la cérémonie d'hommage, Sarah a pris la parole devant une foule venue de divers pays. Aujourd'hui, nous avons prouvé que le silence peut traverser les frontières, mais nous avons aussi montré que la vérité ne connaît pas de limites. Chaque histoire récupérée, que ce soit ici ou à travers le monde, est un acte de résistance contre l'oubli. Et tant qu'il y aura des voix réduites au silence, nous serons ici pour les écouter. Le public a offert une ovation debout, tandis que des drapeaux de différentes nations flottaient en l'honneur de ceux qui, comme Sio, Elena et Thomas, avaient été oubliés pendant trop longtemps. Le succès de l'enquête sur Sioma Angu a transformé la fondation Voix du Silence en une force internationale. L'affaire est devenue un jalon dans l'histoire des droits de l'homme, et la réponse mondiale a ouvert la voie à des histoires d'injustice enterrées dans des pays où le silence avait été brutalement imposé pendant des décennies. Avec chaque lettre reçue, chaque histoire racontée, Sarah sentait le poids croissant de sa mission, et avec elle, les conséquences de défier des systèmes qui s'étaient maintenus par l'omission et la peur pendant si longtemps. Des mois après l'hommage à Sio, la Fondation a reçu une nouvelle lettre, cette fois d'Amérique du Sud. La lettre, écrite en espagnol, venait d'un homme nommé Miguel Andrade, qui décrivait une disparition mystérieuse pendant la dictature militaire dans son pays d'origine, l'Argentine. Chère Sarah, mon père, Ernesto Andrade, était un professeur d'université et un défenseur des droits de l'homme. Il a disparu en 1978 après avoir été enlevé par des hommes armés qui prétendaient agir au nom de la sécurité nationale. Le gouvernement restauré a reconnu que de nombreuses disparitions avaient eu lieu pendant cette période sombre, mais mon père n'a jamais été retrouvé. Ma mère est morte sans jamais savoir ce qui lui était arrivé. La fondation que vous avez créée a redonné espoir à beaucoup. Pourriez-vous nous aider aussi ? Avec espoir, Miguel Andrade. Sarah a ressenti un frisson en lisant la lettre. L'histoire d'Ernesto était différente, mais elle portait le même schéma de silence systématique.
Les disparitions d'intellectuels et d'activistes pendant les dictatures sud-américaines étaient un chapitre douloureux de l'histoire, qui restait encore non résolu à ce jour. Elle n'a pas hésité, l'enquête commencerait immédiatement. Au début de l'enquête, Sarah s'est rendue à Buenos Aires avec une équipe d'experts en droits de l'homme et d'historiens. La capitale argentine portait encore les cicatrices visibles de la répression militaire, mais il y avait aussi une fierté tranquille sur les murs marqués des noms des disparus et des célèbres foulards blancs des maires de la place de Mai, symbole d'une résistance persistante. À son arrivée, Sarah a rencontré Miguel, un homme d'une 50aine d'années marqué par le temps et la douleur de l'absence. « Merci d'être venue, Sarah », a-t-il dit alors qu'il marchait à travers la place de Mai, où tant de mères avaient crié pour obtenir des réponses au fil des années. « J'ai grandi ici, à regarder ces femmes se battre pour ce qui leur avait été pris. Maintenant, je sens enfin qu'il y a une chance de découvrir ce qui est vraiment arrivé à mon père. Il mérite d'être rappelé. » « Ernesto mérite d'être rappelé, » a répondu Sarah. « Et nous ne nous reposerons pas tant que cela ne sera pas fait. » Le premier indice est apparu dans une archive nouvellement ouverte, libérée par le gouvernement argentin dans le cadre d'un effort tardif de réconciliation historique. Parmi les documents déclassifiés, Sarah a trouvé un rapport de surveillance listant Ernesto Andrade comme un « subversif potentiel ». Encore plus inquiétant était la dernière ligne du rapport, transféré à l'unité de détention secrète le 22 septembre 1978. Cela confirme qu'il n'a pas simplement disparu par hasard, a dit Sarah en montrant le rapport à Miguel. Mais quelle était cette unité? Pendant la dictature, il y avait des centres de détention clandestins partout dans le pays, a expliqué Miguel. Des endroits où les disparus étaient emmenés et d'où ils ne revenaient presque jamais. Sarah savait que trouver des preuves physiques serait un défi. Beaucoup de ces centres avaient été démolis ou déguisés, et le temps avait enterré plus que des corps, il avait effacé les traces. Quelques jours plus tard, une ancienne employée du gouvernement, Isabelle Duarte, a contacté l'équipe de Sarah. Âgée maintenant de 80 ans, Isabelle avait travaillé comme secrétaire au ministère de l'Intérieur pendant la dictature et portait des souvenirs douloureux d'un système bâti sur la peur. « Je me souviens avoir entendu des murmures sur l'unité de détention secrète 47, a-t-elle dit d'une voix basse, feuilletant de vieilles notes dans son petit appartement. C'était là qu'ils envoyaient les plus dangereux, ceux qui avaient une voix, ceux qui pouvaient inspirer d'autres à se rebeller. Ernesto était-il parmi eux? A demandé Sarah avec précaution. Isabelle a hoché lentement la tête. J'ai vu son nom sur une liste une fois. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. L'information était dévastatrice, mais aussi une pièce cruciale du puzzle. Avec l'aide des maires de la place de Mai, Sarah a organisé une manifestation silencieuse devant l'ancien bâtiment du ministère de l'Intérieur, maintenant transformé en musée de la mémoire. La présence de centaines de personnes tenant des photos de leurs proches disparus était un rappel vivant que les blessures de la dictature étaient encore ouvertes. Ce combat n'est pas seulement pour Ernesto, a déclaré Sarah dans un discours émouvant devant la foule. C'est pour tous ceux qui ont été réduits au silence par un régime qui a essayé d'effacer leur existence. Et nous ne permettrons pas que l'oubli gagne. Des semaines plus tard, une percée inattendue s'est produite. Des fouilles sur un terrain abandonné, près de l'ancien centre de détention, ont mis au jour une fosse commune contenant des dizaines de corps. Les examens médico-légaux ont commencé immédiatement. Les jours ont passé dans le silence et l'attente, jusqu'à ce qu'un après-midi nuageux, les résultats arrivent. Nous avons trouvé les restes d'Ernesto Andrade, a déclaré le médecin légiste en remettant à Miguel le rapport officiel. L'homme a éclaté en sanglots, avec Sarah à ses côtés, lui tenant la main en silence. Au moins maintenant, a murmuré Miguel, je peux lui donner un repos digne. À Buenos Aires, un nouveau mémorial a été érigé en l'honneur d'Ernesto et des victimes de la dictature. Les mots gravés dans le marbre faisaient écho aux luttes de toutes les familles qui n'avaient jamais reçu de réponse. Ici reposent ceux qui ont presque été effacés par le silence. Que leur voix résonne pour l'éternité. Lors de la cérémonie d'inauguration, Sarah s'est adressée à la foule. Chaque histoire d'injustice que nous mettons en lumière est une victoire contre l'oubli. La vérité ne peut pas être enterrée. Elle vit en ceux qui refusent d'abandonner. De retour à New York, la Fondation recevait maintenant des cas de tous les continents, victimes de génocide, de persécutions politiques et de régimes totalitaires. Sarah savait que la mission était loin d'être terminée. Alors qu'elle regardait les lumières de la ville s'allumer, elle a pris une vieille lettre d'Elena, un rappel silencieux de là où tout avait commencé. « Je t'ai promis, Elena », a-t-elle murmuré. « Et je ne m'arrêterai pas tant que chaque voix ne sera pas entendue. » La fondation Voix du silence était devenue plus qu'un symbole de résistance. C'était maintenant un phare mondial pour ceux qui avaient été effacés des pages de l'histoire pendant des générations.
Chaque lettre répondue, chaque nom gravé sur un mémorial était un rappel que l'oubli ne gagnerait jamais. Le cas d'Ernesto Andrade, clos avec la découverte de sa fosse commune en Argentine, avait marqué le dernier chapitre d'un voyage qui avait commencé avec l'amour refusé d'Elena et William. Maintenant que les souvenirs de ses victimes avaient trouvé la paix, Sarah sentait que la mission, qui avait commencé comme un simple acte de justice, avait atteint son but ultime. Des mois plus tard, à New York, la Fondation a organisé une cérémonie au mémorial, réunissant des familles du monde entier, des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'Argentine et de nombreux autres endroits où le silence avait été brutalement imposé. L'événement n'était pas seulement un hommage, mais un acte symbolique de clôture. Chaque nom gravé sur les murs du mémorial a été lu à haute voix dans un rituel de souvenir et de rédemption. Quand le nom d'Elena Harris a été prononcé, Sarah a senti des larmes monter à ses yeux. À côté d'elle, Lucas Evans lui a serré la main fermement, partageant à la fois la douleur et la fierté de ce moment. Ils sont enfin en paix, a chuchoté Lucas. Et ils ne seront jamais oubliés, a répondu Sarah. À la fin de la cérémonie, Sarah a pris la parole, les yeux fixés sur les centaines de visages attentifs devant elle. Quand j'ai commencé ce voyage, je pensais que je me battais pour une seule histoire, a-t-elle dit, sa voix lourde d'émotion mais inébranlable. L'histoire d'Elena et William. Mais la vérité est que derrière chaque injustice réduite au silence, il y a des milliers de voix qui attendent d'être entendues. Elle a fait une pause, prenant une profonde inspiration. Aujourd'hui, nous fermons ce chapitre en sachant que l'amour et la justice résisteront toujours à l'épreuve du temps. Et tant que quelqu'un sera prêt à se souvenir, le silence ne gagnera jamais. Le public a éclaté en applaudissements, pas seulement pour Sarah, mais pour tous ceux qui s'étaient battus et avaient résisté. Des semaines plus tard, Sarah a visité le mémorial seule, un après-midi tranquille alors que les feuilles d'automne tombaient doucement sur les plaques de bronze. Debout devant la statue des mains entrelacées d'Elena et William, elle a déposé une seule fleur blanche et a murmuré « J'ai tenu ma promesse ». Le vent a soufflé doucement, comme si les souvenirs de ceux qui étaient partis la remerciaient silencieusement. De retour au bureau de la Fondation, Sarah a trouvé une lettre sur son bureau. L'écriture était familière. C'était de Linde Maangu, la femme dont l'histoire avait emmené la Fondation au-delà des frontières. Chère Sarah, les voix que vous avez aidé à libérer résonneront pour les générations à venir. Mon père repose en paix maintenant, et ma famille a trouvé la clôture que je pensais impossible. Merci d'avoir prouvé que le silence n'est pas la fin. Avec gratitude, Linde Maangu. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville scintillaient au loin, Sarah s'est assise sur son balcon et a contemplé l'horizon. Le combat était terminé, du moins pour l'instant. Mais les histoires d'Elena, William, Thomas, Sio et Ernesto continueraient à vivre, inspirant d'autres à se battre pour la justice et le souvenir. Elle savait que la mission n'avait jamais été simplement de mettre en lumière le passé. Il s'agissait de s'assurer que personne, nulle part, ne serait jamais réduit au silence. Ne partez pas sans vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et regardez, j'ai choisi celle-ci spécialement pour vous. Beaucoup de gens ont déjà été touchés par cette histoire. Regardez-la et ressentez l'émotion vous aussi.